Alors pour clore nos réflexions sur l'épigramme et sur la forme brève, je voulais vous présenter un corpus qui est un corpus qu'il faut absolument avoir à l'esprit lorsque l'on travaille sur la pratique littéraire dans l'Antiquité. Vous vous souvenez sans doute que lorsque j'avais introduit le genre de l'épigramme, j'avais insisté sur le fait qu'à l'origine, il s'agissait d'un genre s'inspirant d'une pratique qui est la pratique de l'inscription. Donc l'inscription sur des monuments, l'inscription sur des statues, l'inscription sur des objets ou l'inscription sur des bâtiments, des murs, etc. Donc il faut bien avoir à l'esprit que le monde grec comme le monde romain sont des mondes où l'écrit est omniprésent et l'écrit sous toutes ses formes. C'est-à-dire que nous avons tendance, d'un point de vue moderne, à restreindre la pratique de l'écriture et donc la littérature, entre guillemets, à ce qui relève du livre ou ce qui relève éventuellement de la presse. Mais dans l'Antiquité, l'écriture est avant tout un phénomène qui est un phénomène du quotidien, qui est la présence de textes écrits partout sur l'espace public et également dans l'espace privé, puisque les intérieurs des maisons pouvaient comporter des inscriptions. Il faut bien comprendre cela parce que l'épigramme est à la fois l'héritier de cette pratique qui est très ancienne et qui parcourt toute l'Antiquité, hein, c'est-à-dire que pendant toute l'Antiquité, on a écrit sur des murs, des monuments, etc., etc., que donc non seulement l'épigramme est un genre qui hérite de cette pratique, mais qui en est aussi le reflet et qui d'une certaine manière reprend des éléments de culture qui sont des éléments de culture que je pourrais caractériser comme relevant d'une culture populaire. Car, comme vous devez le comprendre, si l'on écrit partout dans l'Antiquité, si l'écriture est omniprésente dans l'espace public, c'est parce que les populations qui habitent les cités sont des populations qui savent lire. Donc d'une certaine manière, chacun peut avoir accès à l'écrit et chacun peut avoir accès à la littérature. Et lorsque je parle de littérature ici, je donne au terme son extension, sa définition la plus large possible. C'est-à-dire que est littérature ce qui est écrit. Indépendamment de toute considération de genre, d'inspiration ou de tradition. Alors, nous avons conservé, grâce à l'archéologie, un corpus très très riche d'inscriptions, donc des inscriptions qui sont régulièrement publiées. Donc à chaque fois qu'on découvre une nouvelle inscription sur un site archéologique, on la publie. Donc dans un corpus qui s'appelle le corpus des inscriptions grecques, donc tout ce qui est de l'écriture en langue grecque, et pour ce qui est de l'écriture en langue latine, le corpus des inscriptions latines. Et l'étude de ces inscriptions, qu'il s'agisse du domaine grec ou du domaine latin, relève de ce que l'on appelle, pour les sciences de l'Antiquité, l'épigraphie. Donc l'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions. Et cette étude des inscriptions doit absolument se concevoir en parallèle de ce que peut être la pratique littéraire, car dans un certain nombre de cas, on observe véritablement des voisinages ou des rencontres entre la littérature et le genre de l'inscription. Alors, pour illustrer cela et pour vous montrer que lorsqu'on lit les épigrammes de Martial, on a véritablement un reflet d'une culture qui est une culture de l'écriture, qui est une culture populaire, j'ai choisi de vous présenter un ouvrage qui s'appelle Sur les murs de Pompéi. Donc, je vous présente la couverture, ça s'appelle Sur les murs de Pompéi. C'est un choix d'inscription latine. Ça a été publié aux éditions Le Promeneur alors attendez, je reprends l'année, en 1993. Bon, je ne sais pas si ça se trouve toujours en librairie, mais en tout cas, ça peut se trouver en bibliothèque. Donc, je redis le titre, Sur les murs de Pompéi. Ce sont toutes des inscriptions qui ont été retrouvées à Pompéi. Et il est vrai que de ce point de vue-là, Pompéi est pour nous un lieu exceptionnel qui a quelque sorte figé pour l'éternité la vie quotidienne à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, ce sont des inscriptions qui ont toutes été publiées dans ce corpus des inscriptions latines et qui sont ici présentées avec une sélection. Alors, qu'est-ce que l'on trouve à travers ces inscriptions?
alors qui sont souvent écrites de manière très très sommaire, c'est-à-dire c'est l'équivalent de ce que nous on appellerait les graffitis. Hein. Donc c'est quelque chose qui est écrit, qui n'est pas gravé évidemment au burin, hein, mais qui est en général écrit avec une pièce de charbon, en tout cas un objet qui permet de laisser une trace sur un mur. Donc c'est pas quelque chose qui est destiné à être pérenne, hein, à rester pour l'éternité. Donc on trouve d'abord beaucoup de dessins. C'est souvent la forme la plus simple d'expression quand on veut laisser une trace sur un mur. Le plus simple, la plupart du temps, c'est de faire un petit dessin. Alors, ce sont des dessins assez sommaires. Je vous en montre quelques exemples. Vous avez ici, par exemple, la représentation très sommaire d'un gladiateur. Alors, on en a trouvé beaucoup sur les murs de Pompéi. Des représentations de gladiateurs. Bon, la gladiature, les jeux du cirque, c'était un des passe-temps favoris des Romains. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on imagine qu'il alimentait beaucoup les conversations courantes du peuple. Donc ici, celui qui est représenté, son nom est donné, hein, c'est un certain Oceanus. Donc Oceanus, et le nom est accompagné d'un chiffre qui nous enseigne sur le fait qu'il a remporté 13 victoires au jeu. Donc véritablement un gladiateur qui avait un certain succès à ce moment-là et dont on a voulu faire l'éloge. Je vous en montre un autre. Toujours un dessin très sommaire. Là encore, il est accompagné d'une inscription donc qui nous indique qu'il s'agit d'un certain Severus et qu'il a, pour sa part, remporté également 13 victoires. Donc, des dessins. Bon, ça, c'est la forme, je dirais, la plus immédiate de la représentation publique. Alors, on trouve aussi des slogans politiques. Bon, puisque l'activité politique est un aspect très important de la cité romaine, toutes les responsabilités sont entre les mains de magistrats qui sont élus par la population, et donc il y a régulièrement, aussi bien à l'échelle de la res publica qu'à l'échelle de chaque cité, des campagnes électorales pour élire les différents responsables. Donc je vous donne ici un exemple. Il s'agit d'une campagne concernant l'élection donc d'un douumvir chargé de la justice à Pompéi, donc un magistrat chargé de la justice. Donc je vous lis le texte dans sa traduction française. Il dit cela: Élisée Epidius Sabinus, douumvir chargé de la justice, c'est son client Trebius qui le demande, en accord avec le très respectable ordre des décurions. Donc voilà, c'est un client qui fait la promotion de son patron et qui fait sa promotion dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, je vous ne donne que ce simple exemple, mais on a retrouvé sur les murs de Pompéi toutes sortes de slogans à caractère électoral. Alors évidemment, cet aspect-là, ce n'est pas un aspect qui va inspirer l'écriture poétique de l'épigramme. C'est un aspect qui est véritablement lié au quotidien, à la vie institutionnelle et sociale, et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aussi sur ces murs? Des méditations type aphorisme, formules, à caractère philosophique, qui peuvent parfois d'ailleurs être assez humoristiques. Donc, je vous donne un exemple ici d'un texte donc, qui est intitulé par l'éditeur de ce volume Méditation poétique. Et donc, la traduction dit cela, c'est un texte de 4 vers. Alors déjà, on s'approche d'une forme qui ressemble à ce qu'on a vu pour l'épigramme, et qui dit cela: rien ne peut durer toujours quand le soleil a bien brillé, il retourne à l'océan, pleine un instant avant, Phébé étrécit son croissant, et la furie des vents se fait souvent brise légère. Alors c'est pas un grand texte, hein, c'est vraiment, d'abord il énonce des vérités à caractère très général, hein, le temps qui passe, le jour, la nuit, etc. Bon, vraiment, il n'y a pas, je dirais que c'est pas une philosophie très très profonde, c'est un petit peu quelque chose qui relève de la sagesse des nations. Le texte lui-même, si on regarde le texte original en latin, n'est pas d'un point de vue poétique d'une grande finesse ni d'une grande puissance, mais bon, c'est déjà un effort de production d'une pensée
qui est destiné à rencontrer ses lecteurs et à susciter l'intérêt. Donc déjà là on a quelque chose qui s'approche un peu plus d'une pratique littéraire. Alors on en a toutes sortes hein, sur ces murs de Pompéi, et on a surtout, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, on a un certain nombre d'habitants de Pompéi qui citent des vers empruntés aux grands poètes. Alors Homère est assez souvent cité, donc par les gens qui parlent grec. Parfois d'ailleurs on ne trouve pas véritablement le grec d'Homère, mais des traductions latines. Mais surtout le grand poète pour les latins, le grand poète c'est Virgile, et donc Virgile, et on imagine un poète qui est extrêmement connu, qui est le classique par excellence, et on ne doit pas être surpris bien de trouver sur les murs de Pompéi, on imagine que sur les murs de Rome et sur les murs de bien d'autres villes de l'Empire, cela se produisait de la même manière, des citations de Virgile. Et ici par exemple, dans cette sélection d'inscriptions de Pompéi, eh bien, on trouve le tout premier vers de l'Énéide de Virgile, qui est inscrit sur un mur. Et ça s'arrête là, c'est juste le premier vers. Je chante les combats et le héros qui le premier depuis les bords de Troie. Et évidemment, celui qui a inscrit ça sur le mur, bon, non seulement montre sa culture, il montre le fait qu'il connaît Virgile, et surtout, il écrit simplement les premiers mots, parce qu'il sait très bien que tous ceux qui vont tomber sur cette inscription et qui vont la lire vont immédiatement identifier l'œuvre dont il est question et sont capables de poursuivre la récitation du texte. Alors donc, je ne vais pas multiplier les exemples, mais sachez que sur ces murs, on trouve assez souvent des citations des grands auteurs, des grands poètes, ce qui traduit un certain niveau de culture littéraire de la part des auteurs de ces graffitis. Alors, que trouve-t-on également? On trouve beaucoup d'annonces. Annonces à caractère publicitaire ou commercial. Bon. Donc ça, c'est pas nouveau, hein, le slogan publicitaire, l'annonce commerciale, c'est quelque chose qui apparaît à partir du moment où les activités commerciales apparaissent. Et c'est vrai que sur les murs de Pompéi, on trouve toutes sortes de textes à caractère publicitaire. Donc je vous en viens ici, chambre d'hôte. Ici, on loue une salle à manger avec 3 lits et toutes les commodités. Donc on imagine que cette inscription est inscrite sur le mur, enfin sur l'un des murs du bâtiment où on accueille ainsi des hôtes. Alors on a trouvé toutes sortes d'annonces de ce type, souvent ça concerne des aubergistes, des taverniers qui font la promotion de leur activité. Alors on trouve aussi des inscriptions qui indiquent la propriété. Alors, vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que l'épigramme pouvait être un poème destiné à accompagner un cadeau. Et ça renvoie à un usage qui est un usage très très ancien dans le monde grec et qu'on trouve aussi dans le monde romain, c'est le fait d'accompagner un objet d'un petit texte qui le présente. Alors, je vous donne un exemple d'inscription. Sur un des immeubles de Pompéi se trouve l'inscription suivante: « Je suis l'immeuble de Marcus Iunius ». Donc c'est l'immeuble qui se met à parler et qui donne le nom de son propriétaire. Alors, toujours dans les slogans publicitaires, là j'en ai trouvé un autre exemple qui est assez intéressant. Il s'agit d'une annonce immobilière que je vous lis, hein, c'est un texte assez détaillé. Immeuble Arius Polio, donc on imagine que le texte est écrit sur un immeuble qui était la propriété de Arius Polio. Immeuble Arius Polio, propriété de Cnaius Aelius Nigidius Maius. On met en location à partir des prochaines calendes de juillet des boutiques avec leurs auvents, des pièces en étage de bon standing et une maison de maître. Candidat à la location, adresse-toi à Primus, esclave de Cnaius Aleius Nigidius Maius. Voilà, donc là on a vraiment qui serait l'équivalent pour nous aujourd'hui d'une petite annonce, hein, telle qu'on pourrait la faire publier dans un journal. Ici c'est écrit sur un mur. Alors on trouve aussi, alors ça c'est un petit peu je dirais un universel de l'inscription sur les murs, et c'est quelque chose qui se pratique encore de nos jours, des insultes. Lorsque quelqu'un veut régler ses comptes avec un ennemi, avec quelqu'un qu'il n'aime pas, bien la meilleure façon
de l'injurier, c'est d'écrire des propos calomnieux ou insultants qui pourront être lus par tout le monde. Et donc ici, il y en a une qui est particulièrement forte. Donc on ne sait pas qui l'a écrite. Ça, c'est le principe en général de ce type d'insulte, c'est que c'est anonyme. Mais on ne sait pas non plus ici à qui elle s'adresse puisque le nom n'est pas donné. On imagine que cela a été écrit sur le mur de la maison ou de l'immeuble dans lequel la cible de l'injure demeurait. Donc en latin, c'est très très simple, c'est très court, 3 mots. In cruce figaris, si je traduis en latin, ça veut dire va te faire crucifier. Bon, voilà. Donc évidemment, c'est une expression de haine très très forte puisque c'est le souhait de la mise à mort, une mise à mort particulièrement horrible, la crucifixion. Qui plus est une mise à mort humiliante puisqu'elle s'appliquait uniquement à des esclaves. Donc c'est le souhait de la mise à mort de quelqu'un dont on imagine qu'on ne l'aimait pas beaucoup. Donc ça, on en a trouvé beaucoup sur les murs de Pompéi. Je ne vais pas multiplier les exemples, mais vraiment des insultes, des injures. Alors là, c'est pareil, on retombe sur quelque chose qui peut inspirer des épigrammes, puisqu'on a vu qu'un certain nombre d'épigrammes étaient des textes satiriques et que c'était des textes qui pouvaient être des portraits à charge, et parfois une charge très forte, assez violente, contre des individus. Alors il y a toute une littérature de la satire qui peut d'une certaine manière être mise en parallèle avec ces injures, ces insultes que l'on pouvait trouver sur les murs. Alors celle dont je vous ai donné l'exemple ici, elle est particulièrement violente, elle est très explicite, mais on trouve aussi parfois des formes d'injures qui sont écrites de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus spirituelle, qui prêtent à sourire, à rire, autant qu'elles insultent le destinataire. Et puis alors un dernier exemple que j'ai gardé pour la fin, c'est celui de ce qui concerne le pornographique ou la vulgarité. À Pompéi, comme dans toutes les cités romaines, il y avait des lupanars, donc des maisons de prostitution, et les murs de ces maisons étaient en général couverts d'inscriptions. Alors inscriptions en tout genre, ça pouvait être les habitantes, les professionnels du lieu en question qui vantaient leur mérite, donc là on tombe sur quelque chose qui relève de la publicité, mais ça pouvait être aussi des appréciations des clients, soit qu'ils s'étaient satisfaits, soit qu'ils aient été au contraire déçus par la prestation, écrivaient leur impression, leurs impressions, un petit peu aujourd'hui comme on pourrait faire sur des sites où vous savez, on note des restaurants, des hôtels, etc. et on peut faire des commentaires. Et donc ici, un commentaire, bon, je pense qu'il n'appelle pas d'explication ni d'analyse. Alors c'est encore toujours très court. Donc c'est sur les murs d'un des lupanars de Pompéi, Murtis benefelas, et donc en français, Myrtis, tu suces bien. Donc apparemment, le client a été très content du moment qu'il a pu passer avec la fameuse Myrtis. Alors, on en a trouvé aussi sur les murs de tavernes ou d'auberges, et souvent ce sont des expressions de clients mécontents, des clients qui n'ont pas été contents du service ou de la qualité des mets qu'on leur a présentés, qui expriment leur mécontentement. Et j'en lis une aussi ici, qu'on a trouvée donc sur les murs d'une auberge, et qui dit cela. Donc on imagine que ça a été écrit sans doute au moment de quitter les lieux. Nous avons pissé au lit, nous avons eu tort, aubergiste, je l'avoue. Si tu demandes pourquoi, il n'y avait pas de pot de chambre. Donc voilà, quelqu'un qui est mécontent de la prestation et qui s'est vengé pour la peine. Donc, que dire de ces textes? Alors, ce sont des textes qui, évidemment, nous plongent dans la vie quotidienne à Rome au 1er siècle, donc ils ont un intérêt historique évident. Mais surtout, lorsqu'on les passe en revue, là j'ai donné que quelques exemples, mais il faudrait pouvoir lire la totalité de cette sélection pour s'en faire une idée un peu plus précise. Quand on les passe en revue, on s'aperçoit qu'ils présentent beaucoup d'analogies, aussi bien formelles que de contenu, avec le genre épigrammatique, et en particulier le genre épigrammatique tel qu'il est pratiqué par Martial. Ce qui renvoie à ce caractère tout à fait ambigu du genre, qui est qu'on a affaire à la fois à un type de composition poétique extrêmement élaboré, et donc si on imagine qu'il s'adresse essentiellement à un lectorat qui est un lectorat cultivé, un lectorat de la bonne société,
mais que en parallèle donc de ce caractère très élaboré de la composition et des multiples références, éléments d'intertextualité, etc. que ces compositions peuvent présenter, eh bien on a affaire à un type d'écriture qui est aussi assez proche d'une forme de culture populaire, hein, de culture du quotidien. Alors ça, c'est un aspect que j'avais déjà mis en évidence, en particulier dans les premières parties du cours où je présentais le genre épigrammatique, mais que la connaissance des inscriptions vient confirmer. Voilà, donc quelques éléments dont je dirais que c'est en quelque sorte la conclusion de ce travail sur l'épigramme qui vous invite à une réflexion sur ce qu'est la littérature, une réflexion, je dirais, un peu déplacée par rapport aux conceptions et aux définitions qui peuvent être les nôtres, puisque nous avons tendance à réserver l'appellation de littérature ou d'écriture au grand texte, hein, le texte qui s'inscrit dans des genres bien déterminés, dans des traditions bien déterminées, mais il faut bien comprendre que lorsqu'on travaille sur l'écrit, lorsqu'on travaille sur le fait littéraire, dans le monde grec comme dans le monde romain, il faut accepter d'élargir très largement la palette et l'éventail des témoins et des possibilités. Je vous remercie.